Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors j'espère que vous allez bien. Ça n'a pas été évident pour moi de tourner cet épisode de podcast car j'avais le choix pour une fois entre trois sujets. J'avais le choix entre l'impuissance sexuelle de l'homme, la perte de désir, le manque de libido et relié en fait tout simplement aussi à l'utilisation de contenu pornographique. J'avais aussi le choix avec la spiritualité qui n'est pas réservée qu'aux femmes, avec un certain message à faire passer à vous messieurs. Et finalement j'ai choisi cette troisième option qui est la violence et la colère au masculin. Et à savoir comment finalement transmuter la violence que nous avons au sein de nous, en tant qu'hommes, tout simplement. Si j'aborde ce sujet, c'est que c'est un sujet qui revient souvent en cercle d'hommes. On met des pratiques justement pour transmuter la violence, mais en chaque homme, il existe de la violence. Souvent, c'est de la violence qui est réprimée à l'intérieur de nous, car elle nous fait peur, un petit peu comme un monstre qu'on a envie de cacher, qu'on a envie de mettre à distance. Et cette violence, elle a pu en fait être causée ou ressentie à un moment de notre vie. Par exemple, quand on était enfant, quand on a subi de la violence de nos parents, peut-être de notre père ou peut-être de notre mère, quand on a subi de la violence physique ou de la violence peut-être intellectuelle ou morale, quand on a subi aussi une forme de violence dans notre relation avec notre partenaire, avec des mots très blessants ou très cassants, quand on a subi de la violence peut-être au travail, quand on a subi de la violence dans son quotidien avec de la discrimination, quand on a subi en fait une violence qui de manière inconsciente est présente en fait dans l'inconscient collectif masculin, car c'est transmis de génération en génération, et on peut parler en fait de cette violence masculine qui dans le système patriarcal a été forte de domination, de soumission, d'oppression, d'abus et de violence envers les hommes bien sûr, mais aussi envers les femmes. Donc en fait on est finalement imbibé de cette violence, et même si on a tendance finalement à la réprimer car c'est une part de nous qui nous fait peur, elle est quand même présente. Et il suffit de voir, par exemple, des situations de la vie concrètes, alors je suis désolé, j'ai mon chat qui fait des miaulements derrière, où on peut se retrouver à complètement sortir de notre posture et à faire preuve de violence, soit vis-à-vis de nous ou vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Et pour illustrer ça, j'ai envie de vous parler de l'archétype masculin du guerrier. Qui mieux que le guerrier pour parler de la violence, pour parler du champ de bataille? Le guerrier, c'est l'archétype une fois de plus qui part à l'action, qui est en mouvement, qui est combatif, qui est confronté à la violence. Et dans les formes dysfonctionnelles du guerrier, une fois de plus, vous avez le guerrier sadique. Donc là, on est vraiment dans le guerrier qui va faire violence aux autres, qui va opprimer les autres, qui va être dans le contrôle, l'hyper-contrôle, même l'ultra-exigence vis-à-vis des personnes qui l'entourent tout simplement. Et on va avoir le guerrier masochiste. Donc le guerrier qui va se faire plutôt violence à lui, qui va avoir tendance à se victimiser, à se lamenter, et on peut le dire, le fait de se victimiser, c'est une forme de violence. Alors vis-à-vis de soi, mais ça peut être aussi une stratégie pour manipuler les personnes qui sont avec nous, pour les faire culpabiliser, et on peut le dire, c'est aussi une forme de violence. On est en fait tout simplement soumis à cette violence dans nos relations, dans notre quotidien, de par notre éducation, de par notre enfance, de par la lignée masculine, le bagage que les hommes transmettent aux hommes de génération en génération. Et aujourd'hui, en tant qu'homme, on a un petit peu le choix en fait de couper ce cordon. Et une fois de plus, alors, on ne peut pas éradiquer et supprimer la violence, ce n'est pas le but. Il y aura toujours de la violence en nous à partir du moment où il y a des situations qui viennent nous challenger, qui sont compliquées ou qui sont violentes par rapport à nos besoins ou par rapport à nos limites. Donc le but, c'est pas de supprimer la violence, mais c'est d'apprendre à la dompter, c'est d'apprendre à la faire circuler, c'est d'apprendre à la transmuter en quelque chose de plus grand, pour revenir, je dirais, dans sa grandeur, pour revenir à soi, et pour être dans une posture, une fois de plus, qui est beaucoup plus juste pour nous et pour les personnes qui sont avec nous. Finalement, quand on est violent, on a toujours le choix d'être violent vis-à-vis de nous-mêmes, donc archétype du guerrier masochiste, plutôt en excès de féminité, qui va être passif mais qui va se violenter, qui va être très dur avec lui-même, qui va avoir un dialogue interne horrible avec lui-même, ou on a le choix de faire violence aux autres. Donc archétype du guerrier sadique, donc le guerrier qui va tout simplement déporter la violence sur son entourage et sur les personnes même qu'il aime. Typiquement, ça peut arriver dans le quotidien d'un homme d'être violent avec sa femme. Pas forcément physiquement, alors oui ça peut être physiquement, mais ça peut être par des stratégies de manipulation. Une fois de plus, quand on a une dispute, si quand je me sens en conflit avec ma femme, je sens que le fait de me mettre en silence, ça permet de la manipuler et de lui faire du mal d'une certaine façon, car je me sens blessé, c'est une forme de violence. J'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast sur la communication, et la communication notamment dans les relations amoureuses.
le silence est une forme de violence, est une forme de manipulation de l'autre. Et on peut aussi être violent avec nos enfants, on peut parfois avoir des paroles qui sont blessantes, des paroles qui sont cassantes, on peut aussi parfois s'emporter physiquement. Donc il y a un moment où ça va être important de façon de reconnaître cette violence, d'accepter ce trait de violence chez soi et de pouvoir investiguer aussi sur cette violence. Quelles sont finalement les raisons de cette violence, quelles sont les causes de cette violence, est-ce qu'il y a un trauma d'enfance qui n'a pas encore été régulé et qui joue dans mon inconscient et qui joue dans ma posture d'homme quand je vais être poussé à mes limites et que je vais devenir violent avec les personnes que j'aime? Est-ce qu'il y a une situation qui est en train de pourrir et qui me rend violent, qui va me rendre dans l'archétype de l'homme passif-agressif, qui va rester passif, mais qui, dans ses phrases, dans sa tonalité, dans sa posture, dans sa façon d'aborder les personnes ou d'aborder sa partenaire, va faire preuve en fait de violence et une fois de plus de manipulation. J'aime beaucoup parler de manipulation parce que la manipulation c'est aussi l'ombre du masculin. Et pour dévier un petit peu, récemment en Cercle d'Hommes on a fait un jeu qui s'appelle les jeux des mots, qui vient nous faire travailler en fait sur les ombres du masculin. Et quand on fait le jeu des mots, à chaque fois je vais tirer un qualificatif en me connectant bien sûr aux hommes du cercle d'hommes et je vais donner un mot. Donc souvent dans les mots on peut avoir pervers, violent, violeur, manipulateur, provocateur, rebelle, faible, lâche, dépendant, ce type de mots. Le genre de mots qu'on n'a pas forcément envie de recevoir, mais dont il est bon d'aller investiguer, parce que si on le reçoit, il y a une bonne raison. Et puis comme j'aime bien remuer le couteau dans la plaie, en général, je leur laisse 1 minute pour introspecter sur leurs mots, et ils ont le choix de le passer à un camarade de cercle qui, selon eux, représente plus ce mot qu'eux. Donc vous voyez un petit peu à quel point ça peut être confrontant, et à quel point il faut assumer de passer un mot qui, selon nous, pourrait mieux convenir à une autre personne. Donc il y a un travail de constellation et de miroir qui se met en place, qui est hyper puissant, mais on vient travailler justement sur ces mots. Et lors du dernier cercle d'hommes, on a eu un des frères qui a tiré le mot violent/violeur. Et au début, ça lui a pas forcément parlé, il s'est peut-être pas forcément reconnu dans le mot, et bien sûr, moi je les invite à aller voir l'histoire qu'ils ont avec ce mot, qu'est-ce que ça vient déclencher chez eux, est-ce que c'est eux qui ont reçu la violence, peut-être dans leur enfance, ou peut-être dans une situation de la vie de tous les jours, ou est-ce que c'est eux qui ont été violents ou violeurs à un moment de leur vie. Et ça a été hyper intéressant parce que avec ce mot et ce participant, on a été amené à parler de la fameuse zone grise de consentement, qui est une forme de violence quand finalement je vais avoir un rapport intime, sexuel avec ma partenaire et que je vais penser que c'est un oui parce que peut-être que ça m'arrange, pas peut-être mais finalement ça m'arrange d'entendre que c'est un oui parce que comme j'ai mes besoins d'homme, j'ai envie de les assouvir et sur le moment, même si elle m'a pas dit non, j'ai pas forcément pris le temps de connecter à elle et de voir que énergétiquement c'était un non et que c'était pas ok. Et donc zone grise de consentement. Et ça a été hyper intéressant parce que ça a permis à la personne de se mettre à la troisième personne, de réobserver la scène et de voir qu'en fait dans son quotidien, il a pu être violent à certains moments avec sa partenaire ou avec d'autres femmes ou avec d'autres personnes en ne respectant pas leurs limites. Même si ce n'était pas explicite, à partir du moment où on pouvait ressentir que la personne n'était pas ok et qu'il n'y avait pas l'accord même énergétique, c'était déjà une forme de violence. Donc c'est un petit peu là où j'ai envie de vous amener. En gros, c'est hyper intéressant en tant qu'homme de venir une fois de plus chercher un petit peu les causes et les raisons de cette violence et voir à quel moment on a subi de la violence et à quel moment on a finalement aussi infligé de la violence. Quand par exemple j'ai grandi avec un père une fois de plus autoritaire qui m'en a mis plein la tronche et qui a été très violent avec moi, j'ai le choix globalement de reproduire un petit peu ce qui s'est passé à la maison parce que c'est un peu mon calque masculin, c'est un petit peu ma figure paternelle, donc je risque en effet de reproduire de manière plus ou moins consciente ou inconsciente cette violence dans ma maison, dans mon foyer ou avec les personnes qui sont autour de moi, où j'ai aussi le choix finalement de refouler cette violence car je la rejette, je rejette cette figure paternelle et je la trouve laide, je la trouve moche. Et pour le coup, j'ai des difficultés aussi à connecter à ma violence car elle est enfermée dans une petite case à l'intérieur de moi. Sauf qu'il y a un moment, je suis un homme, j'ai des tensions, je suis soumis au stress, je vais continuer à recevoir des violences, pas de la vie, mais des personnes qui sont autour de moi et de différentes situations dans ma vie. Et donc, il y a un moment, il y aura un trop plein de violence à l'intérieur de moi. Donc à quel moment je vais pouvoir connecter à cette violence pour lui donner une place et pour pouvoir la transmuter, pour pouvoir la libérer, pour pouvoir la faire circuler et pour pouvoir passer à autre chose et revenir dans une posture qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus saine pour moi et beaucoup plus détente, j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'aime bien parler des notions de saine violence et saine colère. Une fois de plus, on a tous de la colère et de la violence en nous, c'est un fait. Mais la saine violence et la saine colère, c'est le fait de se donner des espaces en tant qu'homme qui vont nous permettre d'aller canaliser et d'aller transmuter cette violence et cette colère. Par exemple, quand on fait un
un cercle d'hommes, on a l'activité, la pratique de la confrontation masculine avec les gants, donc le fameux match de boxe. On fait pas ça pour se mettre sur la tête ou juste pour ressentir le guerrier à l'intérieur de nous. On crée un espace où il y a de la sécurité, où il y a de la fraternité et où on va se permettre de venir exprimer par l'intensité du regard, par l'intensité de notre présence et par l'intensité de nos coups, notre violence. Bien sûr, le but c'est pas de se mettre une fois de plus sur la tête et de se faire mal, c'est dans le respect de la personne qui est en face de moi que j'honore, parce que je mets de l'intensité dans ce combat et parce que elle fait finalement le même chemin en face de moi et elle a besoin aussi de réguler cette violence et à partir de là on va créer un espace qui est hyper puissant où on va se permettre de venir exprimer cette violence mais de manière canalisée, mais on va surtout se permettre de la faire circuler et parfois ça peut être hyper puissant. Alors pas toujours, mais ça m'est arrivé sur certaines pratiques d'avoir des participants qui émotionnellement, juste le fait de prendre les gants, se mettent à pleurer car la violence est déjà en train de monter et la peur de la violence qu'on peut avoir vis-à-vis de soi mais vis-à-vis des autres nous met tout simplement en réaction de sidération. Donc même sans forcément rentrer dans le combat, il se passe déjà quelque chose d'émotionnel et d'énergétique qui est hyper fort et qui est à la fois libérateur. Mais c'est pas tout, on n'est pas obligé de passer par le match de boxe pour aller canaliser et transmuter la violence. Même si je trouve aujourd'hui que par exemple les arts martiaux permettent de canaliser et discipliner cette violence, ça peut être une très belle voie en tant qu'homme pour reconnecter à cette violence et pour en faire quelque chose de bon et pour tout simplement se découvrir à travers un art. Donc par exemple si j'étais un homme et que demain je fais un match de boxe et que je vois que ça résonne beaucoup en moi et que ça me permet de canaliser cette violence mais de l'exprimer, que ça me fait du bien, j'aurais tendance à me dire comment je peux transposer ça dans mon quotidien, peut-être commencer un art martial en mouvement, en action, qui va me faire ressentir le guerrier, qui va me permettre de canaliser toute cette violence que j'ai à l'intérieur de moi, parce que c'est un petit peu un puits sans fin, faut le dire, et sans fond. Donc c'est pas juste avec une pratique qu'on va libérer toute la violence qu'on a pu recevoir et qu'on a à l'intérieur de nous, mais c'est avec cette transposition au quotidien de comment je me donne des espaces pour continuer finalement le travail tout simplement. Et pas dans un but de je vais aller canaliser ma violence pour en mettre une fois de plus plein la tronche aux personnes qui seront sur mon chemin, mais pour en faire quelque chose dans le mouvement, pour l'extérioriser et pour revenir dans une énergie qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus sereine et que quand je rentre à la maison, je puisse être dans cet archétype du guerrier qui est dans son axe, qui est dans sa verticalité, qui est juste, qui prend sa place mais en même temps qui est présent avec les autres, qui fait preuve d'empathie, qui fait preuve de compassion et qui est pas là pour se faire violence à lui-même ou violence aux autres personnes. Donc voilà, c'était un exemple. Et vous pouvez aussi avoir des activités beaucoup plus yin, beaucoup plus douces. Alors douce c'est pas forcément le bon mot, mais comme le breathwork, qui sont des activités de libération émotionnelle qui vont permettre en fait d'aller libérer des émotions qui sont non vécues. Donc le fait par exemple d'avoir des activités comme ça va nous permettre de se confronter à ces différents sujets qui animent pas mal notre inconscient. Ça va permettre de créer un espace pour pouvoir les extérioriser, peut-être par le cri, par la colère, peut-être par le pleur ou peut-être par le rire. Ça arrivait d'avoir des participants qui se mettent à avoir un fou rire, mais un fou rire de colère et qui purgent en fait finalement cette émotion qui est présente et stockée en eux depuis trop longtemps. Donc ça peut être une forme aussi pour pouvoir transmuter la violence. Le tout c'est de trouver ces espaces qui nous font du bien et qui vont nous permettre de la mettre dans un endroit qui est catalysé, qui canalise cette violence pour pas la déverser en nous et à l'extérieur de nous. Moi-même, j'ai souvent subi des violences, mais je dirais des violences plus sous forme d'injustice, par exemple à la maison, quand j'étais avec mon père, des choses que je ne comprenais pas forcément, et qu'aujourd'hui, avec du recul, j'arrive un petit peu plus à comprendre mon père, et j'arrive aussi à comprendre qu'en effet c'était une injustice et que sur le moment en plus j'avais pas forcément le mode d'emploi pour savoir comment gérer mes émotions à la maison, et je pouvais tout simplement éclater. Ça m'est arrivé face à mon père de taper le mur très fort à plusieurs reprises pour pas toucher, pour pas taper mon père, car pour moi c'était important de pas lever la main sur lui, et en même temps je me sentais débordé par cette violence, par cette colère, et j'avais besoin de la transmuter. Alors le fait de taper sur un mur devant son père, ce n'est vraiment pas la bonne façon de transmuter cette violence et cette colère en soi. Par contre, le fait de trouver un espace avec des activités soit yin comme le breathwork ou soit comme la confrontation masculine avec les gants de boxe, donc un peu plus yang, déjà c'est beaucoup plus juste, c'est beaucoup plus sain. Et ça peut être aussi des espaces comme la thérapie, le fait d'avoir une thérapeute ou un thérapeute avec qui on va pouvoir venir parler justement de ces violences qui ont été vécues, de cette violence aujourd'hui qui nous anime en tant qu'homme, de ces colères qui sont non exprimées, qui sont en train de nous ronger, de ces colères qui ne sont pas exprimées dans la relation de couple, car il y a des sujets qui sont tabous, car il y a des limites qui ne sont pas respectées, car il y a des besoins qui ne sont pas forcément compris, car on a l'impression au bout d'un moment de vivre dans des mondes séparés, et ça crée des tensions, ça crée des incertitudes, et ça
ça crée une forme de colère, de frustration et une fois de plus de violence à l'intérieur de nous, ça peut être bien de lancer un accompagnement thérapeutique pour être suivi à ce niveau-là, pour réguler justement cette violence et trouver un espace, une safe place où on peut parler de manière transparente de cette violence qui nous anime, de cette violence qu'on a reçue. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette violence. Ah oui, un dernier point, j'allais oublier. Par rapport à la colère, bon, cette colère qui est une émotion, je dirais, assez spéciale car il y a autant du positif que finalement du négatif dans la colère. Car la colère, quand on la conserve, c'est quelque chose qui peut nous ronger et amener sur de la violence, sur de la frustration, sur des maladies. Et en même temps, c'est une force de propulsion assez incroyable. C'est-à-dire que la colère, ça peut être un très bon starter pour démarrer quelque chose et se lancer. Et on le voit souvent quand, par exemple, on a eu une rupture amoureuse ou une difficulté qui nous a mis en colère. Parfois, cette colère, c'est comme un driver qui nous permet d'avancer et de se dire, bon, là, je suis pas en mode frustration ou tristesse, je me sens pas dans un état de sidération qui fait que je n'ai pas d'élan, je n'ai pas d'énergie pour avancer. Finalement, j'arrive à utiliser cette colère pour me lancer. Par contre, c'est un très mauvais carburant à long terme. Elle finira par nous ronger, donc c'est important une fois de plus d'avoir ces espaces qui permettent de la transmuter, mais de l'utiliser pour se lancer, pour démarrer des nouveaux projets, et au bout d'un moment, de la changer par quelque chose de plus haut, de plus beau, peut-être de la joie, de la gratitude et de l'amour, peu importe, et de la ranger de côté. Donc de toute façon, cette colère, elle reviendra parce que la vie est faite de situations qu'on est amené à être, je dirais, en colère fréquemment. Une fois, j'avais parlé avec une personne qui a eu l'opportunité de rencontrer un lama et il lui avait demandé tout simplement, est-ce que ça t'arrive d'être en colère ? Et le lama, en gros, lui a dit, c'est pas parce que je médite depuis des années et des années et que je donne l'impression que je ne peux pas me mettre dans tous mes états, que je n'éprouve pas ou je ne ressens pas de la colère, je reste humain et ça m'arrive d'être déclenché, d'être en colère. C'est juste que j'ai certainement plus d'outils, d'expérience et de sagesse pour canaliser et rediriger cette colère en quelque chose de plus grand. Donc voilà, c'était le petit truc que je voulais vous partager à bon entendeur. Et pour revenir un petit peu dans le contexte actuel avec tout ce qui se passe en ce moment en France, mais aussi aux États-Unis, je pense que voilà, vous avez les références où en fait on a des atrocités qui ont été commises, des violences qui sont des abominations. Je pense qu'en tant qu'homme, on a tous une place importante à jouer à ce niveau et à la fois de reconnaissance par rapport à cette violence, par rapport à ces abus, par rapport à cette posture très patriarcale, très dominatrice, très je prends sans demander de consentement, je me sers comme si j'étais un roi et plus finalement un tyran, et puis si ça fait mal en face, c'est pas grave, puis de toute façon c'est comme ça, c'est un petit peu la norme, puis j'ai finalement grandi comme ça et finalement je suis un homme donc je peux être excusé, puis aussi finalement ça m'arrange de voir la réalité comme ça m'arrange, je trouve les arrangements qui me conviennent. On a tous une part de responsabilité à jouer à ce niveau-là. Je vais peut-être dériver un petit peu, je vais revenir un petit peu sur le propos Not All Men, où j'ai envie de vous dire, et je remercie à tous les confrères, à tous les hommes qui ont pris la parole par rapport à ça, qui se sont responsabilisés, qui ont mis de côté les arrangements, et qui ont surtout mis en lumière ce qui se passait pour les femmes, pour toutes ces femmes qui sont abusées, et une fois de plus, pour en parler là, on pense souvent que la personne qui est violent ou le violeur et cet inconnu dans une ruelle très sombre qui se jette sur vous ou sur nous, c'est pas ça. En général, c'est le bon père de famille, c'est le cousin, c'est le tonton qui est abusé, c'est la personne qui sur le papier est très lisse et très gentille, ou pas forcément, mais en général, c'est une personne qui est à proximité. Donc il y a un moment, c'est important d'aller au-delà de ce not all men et de pouvoir reconnaître en nous cette part prédatrice, cette part violente, cette part violeur, cette part qui n'écoute pas forcément le consentement, qui prend sans demander une fois de plus l'autorisation, cette part qui parfois se croit tout permis car se sent alpha et pense qu'elle règne sur les autres et que les autres sont un petit peu ses moutons. Alors vous allez vous dire, là Chris il est énervé ou il dérape dans son podcast. Non, je suis juste inspiré et c'est un sujet qui me parle car c'est un sujet qu'on aborde pendant les cercles d'hommes, c'est un sujet qui a été aussi sensible chez moi. La première fois que j'ai reconnu le prédateur, ça m'a mis une grande claque dans la tronche et j'ai reconnu qu'en fait, oui, par moment j'étais vraiment un prédateur et que j'étais hyper borderline et que par moment, quand je voyais ma partenaire juste en petite tenue ou sortir de la douche, pour moi c'était une invitation à faire du sexe et parfois je venais me servir ou j'avais des gestes qui n'étaient pas en fait ok tout simplement, qui n'avaient pas forcément leur place. Alors le but ce n'est pas de me culpabiliser ou de culpabiliser tous les hommes qui sont en train d'écouter ce podcast, mais c'est de prendre nos responsabilités et finalement de retrouver une posture plus juste, de donner aussi la voix aux femmes qui ont besoin de parler de ça, qui ont besoin aussi de cet espace. Au-delà de ça, c'est même reconnaître ce qui se passe
Et c'est aussi arrêter d'opprimer ce qu'il y a en face parce que c'est dérangeant, parce que c'est malaisant, parce que non, c'est pas possible, ça peut pas être tonton Gérard ou ça peut pas être mamie Nicole, peu importe. C'est au bout d'un moment faire de la place à ça, en parler, prendre conscience de ce qui se joue, voir l'ampleur du dégât. Et l'ampleur du dégât, c'est pas sur ce qui se passe en ce moment, hein, c'est sur des générations et des générations, on remonte à très loin en fait. Si aujourd'hui on a un féminin qui est ultra blessé, qui est très à vif, qui en veut énormément aux hommes, c'est pour une bonne raison, hein. C'est pas parce que on n'est pas allé cueillir du muguet en mai qu'on n'a pas donné notre muguet, c'est qu'il y a vraiment des bonnes raisons. Donc voilà, je pense que vous comprendrez mes propos. J'avais pas forcément envie de m'attarder sur cette histoire, peut-être que je ferai un podcast Not All Men pour parler de ça plus en profondeur, parce qu'avec les sujets actuels de société, c'est très difficile quand même de passer à côté et de faire comme si on ne voyait pas. Moi c'est un sujet dont je parle beaucoup avec les hommes en ligne, pas forcément beaucoup sur les réseaux sociaux, mais plus sur mes cercles ou mes accompagnements, et je vois à quel point c'est un sujet qui fait tout simplement travailler les hommes, qui les remet en question, qui met de la lumière sur des ombres, sur des choses parfois dont on n'est pas fier, sur des choses qui ont pu blesser des personnes, blesser des femmes en face de nous, ou blesser aussi des hommes. Donc voilà, en tout cas c'est bien de faire la lumière sur ça, c'est bien de pouvoir en parler, ça me fait du bien d'en parler un petit peu là rapidement sur cet épisode de podcast, et je trouve qu'en plus c'est hyper lié à ces notions de tension, de pulsion, de violence. Donc finalement, en tant qu'homme, comment je peux faire de la place pour créer un espace qui va me permettre d'exprimer ma violence, mais de manière saine, de manière juste. J'ai le droit d'avoir de la violence en moi. Si j'ai subi des attouchements, si j'ai été frappé, si j'ai subi du silence ou du mépris, ou peu importe la forme de violence, si on m'a manipulé de manière très violente, j'ai le droit de ressentir la violence en moi, j'ai le droit de la canaliser, de l'exprimer, de la transmuter, de la faire circuler, peu importe le mot, c'est tout à fait normal, mais j'ai aussi le droit de prendre une posture responsable par rapport à ça et de faire le travail. De vraiment me responsabiliser et de faire en sorte que cette violence ne me ronge pas, ne ternisse pas mes relations, elle ne soit pas déportée sur les personnes que j'aime, qu'elles ne deviennent pas des atrocités tout simplement. Donc voilà, je suis un homme responsable. Le masculin souverain, c'est aussi ça, c'est prendre ses responsabilités et c'est aller observer aussi toutes ces parts de soi qu'on a tendance à refouler et se dire not all men, non, moi je suis pas comme ça. Et c'est bon, on peut en parler là, on a tous cette part en nous. Je vois très bien des hommes faire Not All Men et avoir des fantasmes sombres d'humiliation et de violence, ou avoir des fantasmes sombres de domination, ou consommer de la pornographie à outrance et qui finalement sont pleins de tensions, mais ils vont nous dire Not All Men. Donc voilà, je viens jeter la pierre sur personne, j'en fais complètement partie, j'en ai fait partie pendant longtemps. Ce chemin que j'ai entrepris avec la masculinité m'aide énormément, car je remets beaucoup de confiance sur tous ces aspects, et notamment ma sexualité, mon rapport à ma partenaire, mon couple, mon rapport aux femmes, mon rapport aux hommes. Donc voilà, j'avance, je suis pas parfait, je chemine à mon niveau, mais je suis content en tout cas de prendre la parole rapidement une fois de plus par rapport à ça et de déposer quelques messages. Une fois de plus, c'est un message qui est bienveillant, qui peut peut-être secouer certaines personnes qui sont en train d'écouter l'épisode de podcast. Parfois c'est bon d'être secoué, de remettre les choses à leur place et que ça puisse être juste pour tout le monde et qu'on puisse évoluer et avancer ensemble. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ces notions de saine violence et de saine colère. J'ai l'impression d'avoir dévié, d'être parti un petit peu dans tous les sens, mais en même temps, ça fait du bien. Le podcast, il est là pour ça, il est là aussi pour exprimer un petit peu ma pensée, ce qui me passe par la tête, et tout simplement de manière spontanée. Là, j'avais vraiment prévu de vous faire un podcast sur la spiritualité chez les hommes, et aussi sur l'impuissance masculine au niveau de la sexualité. Et en fait, je me suis dit, en fait, non. Là, c'est un sujet qui ressort beaucoup sur la table, ce sujet de violence, de colère, ce sujet d'abus, et je me suis dit, que c'était tout simplement une bonne idée de pouvoir en parler là ce soir. Il est très tard, non il est pas très tard, il est que 20h à Bali, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de travailler aussi tard, sauf grosse période de rush, mais pour le coup je me sentais inspiré, et j'espère qu'en tout cas cet épisode vous parlera, qui mettra en lumière chez vous certaines choses, qui vous fera du bien à entendre, qui sera peut-être un petit peu confrontant, que vous soyez un homme ou une femme. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. Je vous dis tous à très bientôt.